conte, hein, comme on l'appelle, l'heure du conte, la demi-heure du conte, mais dans le parloir. Dans le parloir de la maison mère. Alors, comme on le sait hein, depuis plusieurs semaines, on se retrouve dans ce magnifique décor du parloir de la maison mère. Pour le conte de Jean-Claude, hein, comme on sait, nos gens nous suivent à chaque semaine. D'ailleurs, on les remercie d'être avec nous comme ça à chaque semaine, fidèles à l'antenne de TVCO pour ton conte, Jean-Claude. Oui. Lequel conte hein, est issu de ton dernier ouvrage, hein, rappelons-le encore une fois, hein, La vie heureuse de Paul Lajoie Mesureur. Exactement. Toujours dans le prolongement de la vie de la grande Germaine. Hein? De la grande Germaine. Alors, Jean-Claude... on est prêt à attaquer. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire à nos gens qui nous écoutent qu'à partir d'aujourd'hui, la musique que nous entendions en début de générique et que nous attendrons à la fin pour les 4 ou 5 prochaines émissions, sera... Le ril de Saint-Siméon. De Saint-Siméon. Et oui, on sait qu'on veut faire un peu l'anthologie de tous les rills que Joe Bouchard a composés en lien avec des paroisses de Charlevoix. Alors, on en est rendu à une 3e paroisse, donc Saint-Siméon, tel que joué directement, là, il n'y a pas d'intermédiaire, là, c'est par Joe Bouchard lui-même. Hein? Joe Bouchard, il faut peut-être en parler un petit peu à nos gens qui nous écoutent, Jean-Claude. C'est un homme qui était né à Pointe-au-Pic, on le sait, mais il a vécu une très grande partie de sa vie à l'île d'Orléans. Oui, les dernières parties, la plus grande partie. Il a marié une fille de la côte, hein, de l'île. Je ne sais pas si elle était de l'île d'Orléans même, mais ça reste à valider. Mais il a passé donc une partie de sa vie au point hein, qu'il a été longtemps étiqueté du violonneux de l'île d'Orléans. Oui. Sur certains de ses disques qu'il a produits, il est marqué le violonneux de l'île d'Orléans. Oui, les derniers disques qui ont été faits de lui. Et pourtant, il était bel et bien natif de la Pointe-au-Pic. La Pointe-au-Pic. Alors, bon, une petite précision qu'on aime à faire en début d'émission. Mais une autre petite précision que mon ami Jean-Yves Bellé m'a donnée de lui. Oui. Tu sais que c'est un homme qui était gros et grand. Costaud. Oui. Gros et grand, il avait des grandes mains. Puis il cherchait toujours à aller chercher une note avec ses grands doigts le plus loin possible pour que ça soit difficile de l'imiter. Ah oui? Ouais. D'ailleurs, dans une prochaine émission, grâce aux bons soins de Normand, là, on présentera peut-être une photo de lui, quoi, qu'on peut en trouver d'ici là, pour qu'on va superposer là, à nos propos, là, une photo de Joe Bouchard pour vous rappeler un peu son souvenir au niveau visuel. Oui. Alors, Jean-Claude, pour continuer ton récit, en fait, on s'était laissé à la dernière émission, hein, au début de janvier de 1943, si je me rappelle bien. Et oui. Et puis, bon, alors, on enchaîne avec... On s'était laissé avec quel sujet à l'époque? On était où, là? On est rendu dans le bois. Oui, rendu dans le bois. Les jeunes qui sont montés avec Tipol, qui avaient obtenu la permission d'emmener avec lui là, pour les faire visiter, okay. Sont repartis. D'accord. Bon. Puis là, Tipol est vraiment tombé sur les pattes, là, puis là, il travaille. On est revenu du temps des fêtes, là. Du temps des fêtes. Puis là, ce qu'on fait... On prend le chantier. Ce qu'on fait exactement, Rosaire, on vit le 4 et le 5 janvier 1943. Mm-hmm. Ça ne peut pas être plus précis que ça. On passe 2 jours dans le bois, là. Exactement. On est prêt à s'ennuyer. Enchaîner. Quand sonna 5h30, le jeune mesureur était déjà debout et habillé. Il fit rapidement sa toilette pour se diriger ensuite vers la cuisine, où il vint s'asseoir devant Boss François, qui était déjà attablé. Il se tartina de bons crotons 2 grosses rôties qu'il commença à avaler presque loutonnement sous l'œil découragé de son patron. Il avait faim. Hein? Mange pas si vite. On dirait que ça fait 3 jours que t'as pas mangé. Ah, c'est la faim qui m'a réveillé, dit-il en diminuant un peu la vitesse d'avaler. Me semble que je t'ai déjà expliqué. Oh, la belle lumière arrive. Merci infiniment, M. Normand. La lumière jaillira grâce à Normand. Elle a jailli, la lumière. Il m'a fait perdre la parole. C'est la faim qui m'a réveillé, dit-il en diminuant un peu la vitesse. Il me semble que je t'ai déjà expliqué que tu me faisais honte devant les hommes quand tu te conduis comme ça, fit Boss François. J'étais trop content hier soir que j'ai quasiment pas mangé, répliqua-t-il. Si tu me fais encore une fois, là, si tu me refais ça encore une fois, je te donne congé 1 semaine sans paye. T'as-tu bien compris, là? C'est sévère, le foreman. Ouais. Ramasse ton auto, puis va-t'en plus vite, mesurer, là, t'as compris? Vite! Passe par là. Le jeune homme sortit la tête basse, rapidement se dirigeant vers la cage numéro 2.
Quand M. Leroy arriva, il était à débarrer la porte, dis-je bien. T'es-tu levé en tort? Comment questionna-t-il? Demain, ben, je vais me lever à 5 heures, lui répondit-il, en prenant rapidement la mesure de sa charge. 2 autres voitures arrivèrent avant qu'il n'ait eu le temps d'allumer son petit poêle. Quand le patron arriva, il lui lança à brûle-pourpoint. Pardon. C'est bien beau, là, la musique, puis les amis, là, mais il faut pas en perdre de le boire puis le manger. M'excuse, boss François, ça arrivera plus jamais, fit-il tout piteux. C'est beau, puis tu sais à quoi t'en tenir à cette heure, hein? Avec la grosse dent. Et là, il s'est fait parler comme il faut. Et il quitta sans fermer la porte. Il y avait le feu quelque part. Petit Paul transvida une des chaudières presque vides dans l'autre et il sortit en fermant la porte. Il entra de nouveau afin de reprendre la petite hache au cas où il devrait casser la glace au petit ruisseau. En effet, il ne coulait qu'un mince filet d'eau là où il emplissait sa chaudière habituellement. Il dut casser la glace avec sa hache afin de pouvoir remplir sa chaudière. En arrivant à la cache numéro 2, une autre voiture attendait déjà en place. Il prit rapidement sa baguette de mesureur, en fit le tour, en prenant 3 lectures de hauteur, car la longueur était toujours la même, soit 16 pieds, 4 mètres 88. Les slides sont tout pareils. Alors qu'en passant, ça va être des slides de 20 pieds. Ça peut varier sur la largeur, toutefois. Il est beau plus gros. Ça peut varier. La largeur, non. Non, mais si on coupe des bio, là, c'est pour de la pitoune. Mais si on coupe des bio, elle doit être... Non, c'est les bons qui changent de place. Ah, OK. Voilà. Tu veux dire quoi, là, par là? Pardon? Qu'est-ce qui change de place? Ça, c'est les épées. On met des bongs de travers, OK. plus ceci, puis les catins viennent en dehors. D'accord. Là-dessus. Bon, voilà. Mais la scie reste la même. Bon. On en sait plus. C'est chiant. T'as compris comme faut? J'ai compris. Bon. Faut qu'on me l'explique, par exemple. Puis pendant... Bon. Voulez-vous faire boire votre cheval? Demanda le jeune manager au sortier. J'ai de l'eau dégourdie en dedans, là. Oui, s'il vous plaît, fais-y en d'ombre 5-6 gorgées. Et Paul de faire boire le bel animal blond selon la directive de son maître, qui le remercia avant de repartir. Il entra ses 2 chaudières à la chaleur et inscrivit ses chiffres dans son calepin. Soudain, il décida d'écrire un mot d'excuse à son patron. Il coupa avec son canif une grande feuille au milieu de son grand journal. Boss François, je sais que je t'ai grandement déplu ce matin en mangeant comme quelqu'un qui ne sait pas vivre. Je ne te ferai plus jamais chose pareille, je te le promets. Pardonne-moi, ton petit Paul repentant. Alors, au moins, il s'est repenti. Hein? Il fait amende honorable. Le petit Paul... Le petit Paul, il se vive. Il y a des vices, mais il n'a pas tout. Il y avait quand même une certaine rigueur disciplinaire dans le chantier. Là. Ben oui. Il fallait respecter une certaine... Et le patron, lui, c'est le patron, c'est le grand boss, c'est le bon Dieu du camp. En fait, c'est l'ange gardien aussi du camp, c'est ça. Mais c'est le gars qui règle tous les problèmes. Bon. Puis là, ben, comme ils savent, tout le monde sait que petit Paul est son protégé, il ne peut pas accepter ça. En plus. Qu'il y ait un protégé de 3e classe qui mange comme un cochon. Ça, il n'est pas capable. Il porte une attention un peu plus pointue, peut-être. Exactement. Ils sont protégés. Ben oui. Oui. Il continua sa journée et quand il fut sûr et certain que chacune des voitures était en marche vers la centrale électrique, il ramassa ses papiers ainsi que son fanal, barra sa porte et partit vers son camp. En arrivant, il vit devant la boutique de Ford une belle grande double slate peinte, dis-je, en beau rouge vif. Il déposa ses papiers sur son comptoir, alla déposer la lettre sur le bureau de son patron et se dirigea vers la boutique du forgeron. Il salua ce beau bonhomme forgeron et lui demanda « C'est pour qui la belle slée rouge? » L'artisan lui répondit « C'est une slée, là, plus forte, des membres plus larges, des patins plus longs, puis un rail de 20 pieds, soit 16 mètres 10. Mais ce que c'est qui va traîner ça, là? » questionna le jeune mesureur. « Ben, une bonne bête comme la grande jument caille, par exemple, » répondit le forgeron. « J'ai fait ça à temps perdu, moi, là, personne ne me l'a demandé,
ajouta-t-il, tout fier, de dire ensuite. Puis je pense que j'en ai un autre en marche. C'est pour ça que nous autres, on n'a pas pris de chance, on a monté les deux tout de suite. C'est les deux exactement du même modèle. Notre ami le forgeron avait décidé qu'il y avait du bois qui traînait parce que c'est un habile forgeron qui est natif de la Malbaie, M. Francis Cochon, vous avez déjà expliqué ça. Ouais. Puis de célèbres familles de cochons qui étaient des forgerons charrons. Ils faisaient toutes les voitures. Ah oui. Non. Puis là, il a vu, ça veut dire qu'il était aussi habile à travailler le bois que le fer. Il faisait des boguets aussi. Puis ça, il faisait les voitures d'hiver comme des voitures d'été. Puis là, il a vu qu'il y avait du gros bois dans l'autre forgeron avant lui avait dû serrer ça ou quelque chose de même. Puis il y avait toujours un gros moteur à gasoline, un pif-paf qu'on appelle, qu'on faisait partie, qui était capable de faire de mouvoir une scie puis un corroyeur. Fait qu'il n'y avait pas de planeur pour tirer d'épaisseur, mais il faisait une coupe, il la corroyait à partir de quelque chose, puis là, elle était glacée. Puis quand elle était glacée, puis il avait besoin d'une largeur précise, il coupait un poil plus large, puis il repassait un coup de corroyeur, puis il obtenait ce qu'il voulait. Ah ouais. Au lieu de tirer d'épaisseur, comme on disait dans tout ça avec la grand scie. Il faisait tout ça avec la grand scie puis le corroyeur. C'était beaucoup plus d'ouvrage. Hey Jean-Claude, je fais une question d'information. Tu parlais tantôt qu'un cheval, un bon cheval, pouvait tirer une scellée comme ça, chargée, là. Oui. Ça prend une bonne... oui, ça prenait une jument comme elle, un cheval de 2000 livres, parce que ces scellés-là sont capables de mettre 2 cordes. Mais la grande jument encore, il y a un voyage avec une corde et demie, une corde 3 cordes. Puis c'est une scellée semblable. La seule différence que ça va faire, c'est qu'en faisant ça long comme ça, là, la jument caille, elle va atteler là-dessus, puis elle va avoir encore sa corde de 3 cordes de charger, excepté que sa charge va être plus basse. Okay. À cause de la longueur du rack. Ouais. Puis ça va être moins renversant. Il reste que moins de renverser. De renverser. C'est pour ça peut peser combien une charge de bois une fois comme ça, remplie, plus la scellée elle-même? Ça pèse une tonne? Ah, plus. Plus que ça. D'après moi, ça pèserait 400 000 livres. Aïe, 2 tonnes et au-delà. Ouais, alors, ça prend un bon cheval, hein? Ouais. Plus le frottement là, sur la neige, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il a fait des patins plus larges, puis il a lissé des petites lisses en dehors. Vu, au lieu d'être lissé en grandeur, il y a un qui a une lisse d'un pouce chaque bord. C'est pour que ça rentre plus de lissant. OK. Bon, question de... Puis entre-temps, les scellés, écoute, pour pas que ça colle, ils ne rentrent pas jamais à chaleur. Puis le soir, tu as dû voir que dans l'île de Saint, les scellés de chantier sont renversés ou mâtés quand ils étaient plus petits après le côté d'un bâtiment. De manière à garder les lisses nettes, pures, froides. Froides. OK. C'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est assez froid. Je t'ai coupé, là. Ça va entraîner bonne bête. Mais c'est beau, merci, Fittipaldi, avant de prendre congé. Et là, il commence à penser. Un raid de 20 pieds. Ouais. Ça voudrait dire la même chose que ce que je viens de dire. C'est-à-dire la même quantité de bois, mais cordé, empilé, plus bas. 0,92 mètres d'eau. C'est moins renversant, dit-il encore. On sait bien que ça a du bon sens. Ça a du bon sens. Bon. À peu près 3 pieds. Oui. Et il continua de chafauder les plans. J'ai une idée, mais il faut que j'en parle à Boss François, dit-il. À haute voix, en entrant à son camp, il déposa ses papiers, alluma son poêle, se lava les mains et se dirigea rapidement vers la cuisine. Il achevait de manger sa soupe quand son patron vint s'asseoir près de lui. Ils se saluèrent, le jeune homme le laissa manger sa soupe avant de lui demander « As-tu vu la belle scellée rouge que le forgeron a faite, là? »« Oui, j'ai vu ça. »« Mais tu sais qui va atteler là-dessus, là? »« Ben, le gros jument, M. Léo Lavoie, lui répondit-il, avant d'ajouter « Il ne chargera pas plus, puis ça ne sera pas plus tirant, excepté que sa charge va être un pied plus bas. Ça veut dire moins renversant, c'est tout. »
Ouais, c'est pas bête. Ce que tu dis là, fit le patron en repoussant son assiette à soupe. Ils se servirent l'un après l'autre, dis-je bien, chacun une bonne assiette du bon hachis chaud qui commencèrent à manger en silence. Le jeune mesureur reprit soudain. Mon plan, là, ben, il peut aller bien plus loin que ça, mais pour ça, il faut attendre d'avoir 3 grosselets pareils, avec des rails de 20 pieds, c'est-à-dire 6 mètres 10. Je te suis pas pantoute, non, moi, je suis le patron. C'est bien simple, reprit son jeune protégé. Monsieur Lavoie, là, il continue à s'envoyer 2 voyages par jour, mais avec sa grosse clé, il y aura la même charge, ça ne sera pas plus pesant, puis il va mettre une corde et demie, une corde 3/4, tout le temps pareil. Ensuite, fit le patron intéressé. Comme M. Lavoie est toujours de retour de son 2e voyage avant les autres, le premier, es-tu d'accord avec ça? Ben oui. Continue. Ben, si tu lui donnes 2 bonnes jeunesses là, pour l'aider à charger, le plus proche possible de la cache, là, il peut facilement descendre 2 cordes jusqu'à la cache et la laisser là. Moi, je l'attends pour mettre des petits bois en dessous des patins pour pas que ça coule. On laisse le voyage là, puis on s'en vient souper. Le lendemain, en fin de journée, on fait la même chose. Puis là, écoute bien, là, le petit boule de la compagnie, là, accroche les 2 slés chargés qui sont là, puis il va les livrer au séchu. T'as pas de bout. T'as nous inventé des plans semblables, puis le patron, en repoussant son assiette vide. Prends le temps de manger, là, puis viens m'expliquer ça encore en mon camp. OK, quand j'aurai fini mes papiers, lui répondit-il, puis et que j'aurai... voyons. Lui répondit-il, on va arrêter là. Non, je moi le dis, avant de se permettre 2 pointes de tape. Il n'avait pas le dit. Quand le jeune mesureur arriva au corps des patrons, il était assis à son bureau et la lettre de Dupol était tournée à l'envers. Il se tenait la tête entre ses 2 mains. Le jeune mesureur, à la demande de son patron, lui répéta presque mot à mot tout ce qu'il lui avait expliqué à la cuisine. Soudain, Boss François lui répondit. « C'est pas fou ton plan, là. Mais une slé chargée de 2 cordes de bois peut pas rester une nuit puis une journée avant de partir. Ça va coller bien dur, puis ils vont tout casser en partant. » Oui. Et là, ça va nous permettre d'aller manger une pointe de tarte. Là. On va aller faire une petite pause. Allons-y, allons Okay, manger une pointe de tarte. On se mange une tarte au raisin. Allez. Petite tarte au raisin. On y va. Va nous chercher de la tarte. On part à la pause, on vous revient tout de suite. Maman, on mange des investis. Bon, on est un peu gavé, là. On a fait une petite dégustation de tarte au raisin. Oui. Elle était bonne de part de ça. Normand aimait ça? Oui, Normand aimait ça. Et on enchaîne, nous, en temps de rendu, moi, là. Partait, là, ici, là. Il n'est pas fou, ton plan, là. On va tout casser si ça coule. Bon. Dans ce cas-là, là, fit le jeune homme, c'est bien simple. Les 2 prochaines voitures qui vont arriver après M. Lavoie, là, mais fais-le descendre chacun une corde de bois, puis la décharger sur l'autre slé qui est là en bas, qui attendra là. Tu réponds à tout. Puis son patron en se levant. M'a demandé à M. Lavoie d'atteler sur la grande planeur demain matin. Là. Puis continue de penser, fit le patron en se levant. Salut, bonne nuit, fit le jeune homme en sortant vers son propre camp, dis-je bien. Suivi de son patron, qui lui dit « Dépêche-toi de dormir. Bonne nuit. » Le jeune homme chauffa son poêle, se leva rapidement. Alors, se coucher, non sans avoir ajouté son réveil matin à 5 heures. Quelques minutes seulement après 5 heures, le jeune mesureur arriva à la cuisine où déjà son patron était entablé, l'air songeur.
J'ai ruminé ton plan dans ma tête, là, puis bien longtemps avant de m'endormir, hier à soir, fit-il en guise de salutation. Moi, je me suis endormi en mettant en tête sur l'oreiller, fit le jeune homme. Puis quand j'ai ouvert les yeux un matin, c'était clair dans ma tête. Parle donc voir, fit le patron attentif. Comme je le disais hier soir, fit le jeune mesureur, les deux grands slés chargés, une par M. Lavoie, l'autre par chacun, une corde des deux premiers chevaux qui arrivent. OK? Ben oui, continue. M. Lavoie, dit-il, arrive le premier avec deux cordes sur sa première slé. Il découple, c'est-à-dire détache les menoirs dessus sa slé à lui, en démanchant tout simplement deux chacals. En français, on dit des manilles, comme la ville de Manille aux Philippines. Qu'est-ce que tu nous sors là? Est-ce que tu as pris ça, là? Il demanda le patron. Ben, j'ai pris ça du chaîné, quand on a appris à rimer puis à manipuler sécuritairement des gros chars. Ah, ouais. Il est savant, petit Paul. Il était école, il est simple. À Duchesnay, qu'est-ce qu'il y avait là? C'était Duchesnay, c'était l'école d'apprentissage pour les mesureurs. Ah oui, pour les mesureurs. Tous les pour toutes les compagnies, ça passait par une école de formation. Absolument, puis il n'y en avait qu'une, puis c'était là. Okay. Puis tu n'avais pas un diplôme de Duchesnay, tu ne pouvais pas mesurer du bois. Un gars qui décidait de devenir mesureur, puis qui étudiait à Duchesnay, il était là combien de mois là, pour faire sa formation? Là, comme, Normalement, c'était 2 ans. 2 ans, quand Ouais. même, il faut le faire. Hein? 2 ans. Ça veut dire que ça consiste à apprendre à mesurer en fonction de la grosseur du bois? La grosseur, les types de bois, la race, les types d'arbres, son utilité. Okay. Et pourquoi il devient mesureur. Il y avait des mesureurs classificateurs pour travailler dans des moulins, c'était une spécialité. Ils travaillaient dans des moulins-ci, en mesurant, ils classaient le bois. Ça, c'était un 1, ça, c'était un 2, c'était un 3, c'était un 4. Mais c'est pas lui qui va, par exemple, sur un chantier, coller le bois. Non. Ça, c'était un mesureur ordinaire qui va dans un chantier, mesurer, coller, comme tu dis. Coller, tu sais, ça vient de l'appellation colle, quand on disait ça, c'est pas bon, c'est de la colle. Ouais. Merci de la précision. Bon, à Duchesnay, quand on a appris à manipuler sécuritairement, dis-je bien, les charges lourdes. Tu continues de me surprendre, fit le patron. Il l'ajouta. Ensuite, M. Lavoie a démanché ses menoirs. Tu l'as vu tantôt, je t'ai dit, il a découplé les menoirs. Bon, et j'installe à leur place, là, les pôles, les deux belles grosses pôles qu'on va demander aux chargerons de nous faire. Puis là, M. Lavoie m'aide à reculer l'autre slé avec une chaîne que j'attache après la slé, puis après le battu des manoirs à M. Lavoie, l'attache là-dessus avec le cochon en arrière de l'autre slé. Puis quand le tracteur arrive, ben il se recule en avant de la première slé, puis il fixe sa pôle à son tracteur, puis il est prêt à partir. Lui, il a toute la veillée après ça pour aller porter ces deux voyages-là. Mais il peut revenir avec la gratte. Ben, moi, j'aurais dû aller à la même école que toi quand c'était le temps. Puis son patron, émerveillé par toutes les connaissances et visions bien sensées de son jeune protégé. Ah, t'es pas obligé de dire que c'est moi qui ai pensé à tout ça, là. On dira qu'on a trouvé ça ensemble en Joseph. Jean-Claude, on va te demander encore une petite chose concernant Duchesnay. C'était une école de formation pour les mesureurs, oui. Mais c'était supervisé de façon globale, comme ces gens-là étaient formés pour toutes les compagnies forestières. C'est qui supervisait? C'est gouvernemental. Ministère des Terres et Forêts à l'époque? Oui, Ministère des Terres et Forêts, qui émettait les permis de mesureurs. Et donc, qui gérait cette école-là. Oui. C'est la seule dans la province de Québec. C'est la seule, unique. Puis il fallait passer par là pour être capable de mesurer du bois. Donc, tu étais certifié, qualifié, avec un diplôme, et puis bon, OK. Voilà. Les compagnies engageaient, parce qu'il y en avait des compagnies forestières. Chaque compagnie avait 1, 2 mesureurs? 1, 2, 3, bien certains cas, 5, 6, ça dépendait. Dépendamment des nombres de chantiers. Hein, il y avait un gros chantier, puis il y avait beaucoup de chaudiage. Il y avait des places où il y avait 5, 6 mesureurs, tout l'hiver en même place. Ils mesurent avant que ça ne quitte pour aller vers
une destination qui est un moulin-ci ou Ben, moulin de pulpe. dans ce cas-là, c'est de la pulpe. Ouais. La pulpe, c'est toujours la même chose. Elle est destinée à la drave. La drave, c'est-à-dire que c'est l'eau qui va l'amener le plus proche possible De l'usine. de l'usine. Bon, Ou, ben, ou par voie terrestre quand il n'y a pas de cours d'eau. par voie terrestre, ben c'est beaucoup plus long, dis-je bien, oui. Mais on s'organisait toujours pour d'aller décharger sur des lacs en avant qui étaient la tête de certaines grosses rivières, D'accord. comme n'importe quel sur le parc national des Laurentides ici, comme on appelait ça dans ce temps-là. Il y avait toujours un lac comme pour n'en nommer qu'un, le Grand Lac Blanc, qui était toutes des sources de la rivière Malbaie. Tous ces lacs-là se jetaient dans la rivière. Puis là, ben, toutes les décharges de lacs avaient été aménagées pour laisser passer le bois, dans certains cas éclusés. Ben oui. Tout était pensé en fonction de la drave. passer de ces lacs-là vers la rivière Malbaie, Ouais. effectivement. Tout était prévu pour ça. OK. Il y en a déjà eu sur la rivière du Gouffre un peu aussi. Exactement. Pour alimenter le Saint-Paul-Lumber. Ah ouais. Ça arrivait ici, parce Ça que faisait sa rivière tu du sais Gouffre. que la rivière du Gouffre fait ça, alors que la rivière de Malbaie passe sur l'autre sens. Puis ils ont la même source. Ouais. Ils partent du même secteur dans C'est le ça. parc. Et là, il continue, le petit gars, il dit, t'es pas obligé de dire que c'est moi qui ai pensé à tout ça, là. On dira qu'on pensait à ça tous les deux, là, en jasant. Il se leva, lui donnant une tape sur l'épaule, en lui disant, va-t'en vite mesurer, là, en attendant qu'on ait 3 belles silènes, puis qu'on ait nos 2 pôles. Va vite, va! Tu sais, il parle plus sur le même ton, là. Fit-il encore avant d'ajouter. M'en de voir, là, quand m'avoir fait le tour de tout mon monde. Salut! Il parle plus sur le même ton, tu vois. Salut bien, boss François. Sais-tu bien, boss François, quand on va mettre 2 quarts de corps, 2 quarts de demi, ça sera pas long sur ces clés-là, là, fit-il en guise de salutation. On sait bien qu'on va être vite rendu à 5 cordes, fit le patron, avant d'ajouter. 5 cordes par jour pendant 18 jours, par exemple. Ça fait 90 cordes, fit Paul. Puis 24 jours en février, puis François. 24 fois 5, ça fait 20 cordes de plus, puis ça fait 100 cordes de plus, puis le jeune mesureur, qui comptait toujours aussi rapidement, il l'ajouta. Ça veut dire roughement 200 cordes. Pendant 16 ans. Ça veut dire, mon petit garçon, qu'on va fermer le chantier pas tard dans le mois de mars, puis ça va nous empêcher d'avoir de la misère dans les chemins qui défoncent. Ça, c'est pour ceux-là qui ne jompent pas. Hein? Lança le patron tout fier, en tendant la main à son jeune collaborateur. Oui, on parle de chantier, puis ça va terminer dans le mois de mars, mais il y en a qui ne finissaient pas le chantier. Hein? Il y en avait plusieurs qui jompaient, comme il disait dans le temps aussi. Hein? Ça arrivait. Combien peut-être? Dans les 2, 3 qui se permettaient de dire de ne pas finir le temps? Là? Ah, plus que ça. Ah oui, plus que ça. Les chantiers, ordinairement, les bûcherons choisissaient leur camp, la place pour aller bûcher, pas en fonction du bois, c'est bien drôle à dire, en fonction du cuisinier. On savait qui, puis les réputations des cuisiniers étaient faites. Ouais. Ça permettait de garder mieux peut-être là, les gars. Ils gardaient de mieux les gars. Ouais. On disait d'un cuisinier X, là, ça c'est pas bon, c'est un bouilleux. Bouilleux, c'est pas pouilleux, c'est bouilleux. Ça veut dire que le cuisinier, il faisait bouillir tout ce qu'il y avait de viande, au lieu de faire cuire. Au lieu de faire cuire. Bon. Au lieu de faire rôtir. Bon. Un bouilleux, ça attirait pas le monde. Ça faisait bouillir les gars. C'est ça. Ah, oui. Ça attirait pas les bûcherons, n'allaient pas à ce camp-là. Il fallait qu'ils changent de cuisinier. Quand un cuisinier avait une mauvaise réputation, il n'était plus embauchable en forêt, ici de proche. Un gars qui ne terminait pas son contrat, là, puis il avait signé pourtant pour monter dans le chantier, là, puis qui jumpait, comme il disait dans le temps, là,
c'est à peu près certain que l'hiver d'ensuite, il ne remontait pas pour la même compagnie, Oui, en règle générale. Il était chez la Blacklist pour parler français. Oui, en bon français, c'est ça. Hein. Et puis, est-ce que sa réputation le suivait, en ce sens que s'il voulait aller dans une autre compagnie, un chantier... Il fallait qu'il aille loin, beaucoup plus loin, hein. où il ne soit pas connu, ou qu'il soit emmené ou recommandé par un autre gars dedans, qui est bien vu dans une compagnie. Ouais. Pendant ce gars-là, il disait... Peu importe les qualités physiques, par exemple, du gars, tu sais, un gars... Physique, donc, jusqu'à un certain point. Il fallait qu'un gars soit capable de bûcher une coupe de corde par jour. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'un gars pouvait obtenir, là, entre guillemets, une sorte de pardon, parce que c'était vraiment un bon travailleur, un bon costaud, du temps qu'il était là, il faisait la job, là, tu sais. Il pouvait faire amende honorable, puis... il y en a entendu parler, mais des gens qui allaient voir le jobber. Quelle sorte de cook que tu as là, cet automne? Là? T'as-tu encore notre bouilleux de l'année passée? Là? C'est encore celui-là? Moi, je ne vais pas le bûcher, je sais pas toi. Puis là, ben, on parle de bons bûcherons, un gars de 3 cordes par jour. Là. Ça, c'était des bons bûcherons. 3 cordes par jour, corder des piquets, ça prenait un bonhomme pour faire ça. Okay. Mais il y en a qui font... Qui ont fait plus, il y en a qui ont fait 3 cordes et demi, 4 cordes, puis des fois proches de 5, mais pas tous les jours. Ça fait travailler un homme, ça. Bon, ça veut dire que ça faisait un homme qui travaillait, ça prenait des machines, des capacités extraordinaires, qui arrivaient à noirceur dans le bois le matin, puis repartaient le soir en noirceur. Oui, dans une époque où les scies mécaniques sont apparus, là, ben oui, au chiotte, là. Oui, mais ils ne sont pas encore apparus, là. Au moment où on est là en forêt, en 42, 43, il n'y avait pas encore de ça. C'est proche, là. Ça s'en vient, mais il n'y en a pas encore. OK. Bon, alors écoute, merci de tout ce bon propos. Jean-Claude, on termine on tourne une page, hein, encore cette semaine. Tournons une page. Avec notre aventure de Paul Lajoie. Ben, merci à vous qui nous écoutez à la maison. Merci Jean-Claude de ton bon récit. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Normand au niveau de la technique. Alors, à la prochaine, chacun de vous. Merci. Restez de bonne humeur, puis attendez qu'on vous revienne. Bonjour, merci.